5 heures du matin, Ouagadougou s'éveille sous une lumière trouble et une tension palpable. Les rues encore fraîches bruissent à peine, mais dans les bureaux du pouvoir, le tonnerre gronde. En moins d'une heure, 17 géants venus d'ailleurs plient un bagage et quittent le pays. Un coup de tête? Ou le début d'un séisme qui va tout changer? Ce matin-là, le capitaine Ibrahim Traoré signe un décret qui résonne comme la foudre au-dessus de la savane. Fermeture immédiate de 17 entreprises technologiques, toutes étrangères. Personne ne l'avait vu venir, ni à Ouagadougou, ni au-delà. En quelques minutes, des serveurs sont saisis, l'accès à Internet coupé, les immeubles vidés à la hâte. L'onde de choc ne tarde pas à se propager dans toute la capitale, puis au-delà des frontières burkinabais. Ce n'est pas une simple provocation, ni une bravade politique. Pour la première fois sur le continent africain, un chef d'État frappe au cœur des flux de données, ce nouvel or invisible qui fuit l'Afrique chaque seconde, enrichissant des géants mondiaux et appauvrissant le continent. Depuis des années, les données africaines sont extraites, traitées, monnayées ailleurs, sans contrôle ni retour. Ce matin-là, la boucle est rompue. La réaction est immédiate. Dans les rues du Burkina Faso, la nouvelle se répand comme une onde de choc. Partout en Afrique, le geste soulève débat, peur et espoir mêlés. Car derrière ces fermetures, c'est la question fondamentale qui surgit. Qui doit contrôler la richesse numérique de l'Afrique au XXIe siècle? Ce n'est plus seulement une affaire burkinabé. C'est la première offensive sur un terrain longtemps réservé aux puissances occidentales ou asiatiques, la souveraineté numérique. Ce matin-là, chaque Africain comprend que l'enjeu dépasse de loin les frontières du Burkina Faso. Il s'agit d'un précédent historique, un peu comme lorsque le Ghana proclama son indépendance en 1957, inspirant toute l'Afrique à se dresser contre la domination coloniale. Aujourd'hui, c'est une nouvelle forme de souveraineté qui est en jeu, moins visible, mais tout aussi décisive. En coupant les flux de données sortant du pays, Traoré n'entend pas seulement provoquer. Il veut rappeler au monde que le pouvoir de demain appartiendra à ceux qui gardent leurs secrets, leur marché et leur identité numérique chez eux. Perdre cette lutte, ce serait laisser d'autres écrire le destin du continent, pour des générations. L'histoire regorge d'exemples où le contrôle des ressources a déterminé l'avenir d'une nation. Pensons à l'indépendance pétrolière de certains pays du Moyen-Orient, ou encore à la nationalisation des mines en Amérique latine. Ici, il s'agit de l'or numérique. Le risque est colossal. Incompréhension internationale, blocages économiques, menaces diplomatiques. Mais l'enjeu l'est davantage. La dignité d'un continent, sa sécurité, sa richesse collective. Désormais, la souveraineté ne se mesure plus en kilomètres carrés, mais en téraoctets. Ce changement de paradigme rappelle la révolution industrielle, lorsque la maîtrise de l'acier et du charbon déterminait la puissance d'un pays. Aujourd'hui, le pouvoir réside dans la maîtrise des flux de données. Pour saisir la portée de ce geste, il faut comprendre ce qui se joue derrière la bataille invisible des données africaines. Quelle force, quelles menaces et quelles promesses se cachent dans ce nouvel or numérique? Pour le savoir, il faut remonter aux origines de la guerre des données en Afrique. Depuis l'introduction des premiers réseaux informatiques sur le continent dans les années 90, l'Afrique a progressivement connecté ses villes, ses administrations, ses écoles. Mais derrière chaque projet de fibre optique ou de centre d'innovation, des intérêts étrangers se sont rapidement greffés, offrant financement et technologie, mais exigeant en retour un accès privilégié à la matière la plus précieuse, la donnée. Depuis des années, des torrents de données africaines s'échappent, discrètement, vers des serveurs lointains. Invisibles, mais inestimables, elles quittent le continent à l'insu de presque tous. Ce phénomène rappelle l'exode des matières premières sous la colonisation, lorsque l'or, le coton ou le cacao étaient exportés sans que les populations locales n'en profitent réellement. Aujourd'hui, c'est la même mécanique, mais avec des octets à la place des barils ou des tonnes. L'Afrique est ainsi devenue, sans éclat, le plus vaste réservoir d'informations du monde. Sous couvert de partenariats technologiques et d'aides extérieures, les infrastructures numériques se sont multipliées. Pourtant, derrière chaque fibre déployée, chaque logiciel offert,
se cache une réalité bien plus inquiétante. Un exode continu de données stratégiques. Par exemple, dans plusieurs pays d'Afrique de l'Est, des entreprises étrangères ont proposé des logiciels gratuits de gestion hospitalière. Mais, en échange, elles avaient accès à l'ensemble des dossiers médicaux des patients, informations ensuite traitées et revendues à des compagnies d'assurance occidentales. Chaque jour, des quantités insondables d'informations, biométriques, médicales, bancaires, géolocalisation, s'envolent. Elles nourrissent des machines à des milliers de kilomètres, dans des pays qui en tirent l'unique bénéfice, laissant l'Afrique dépouillée de sa ressource la plus précieuse. Pour donner un ordre de grandeur, l'Union africaine estime que plus de 90% des données générées sur le continent sont stockées hors d'Afrique. Cela signifie que chaque jour, des millions d'Africains produisent de la valeur qui leur échappe. La coopération affichée masque une dépossession profonde. En croyant investir dans son avenir digital, l'Afrique a ouvert la porte de sa mémoire collective. Les données qui partent ne sont pas de simples chiffres, mais la richesse, la sécurité et l'identité de tout un continent. C'est comme si, à l'époque coloniale, les archives nationales étaient systématiquement expédiées à Londres ou à Paris. Sous ce flux ininterrompu, les conséquences économiques sont titanesques. Chaque année, des milliards de dollars d'analyse et de profits sont générés à partir de données africaines, sans jamais revenir. C'est une fuite de valeur moderne, aussi grave que la perte de ces matières premières. Prenons l'exemple du secteur bancaire. Lorsque des sociétés étrangères accèdent aux données de transactions, elles peuvent anticiper les besoins du marché africain, lancer des services mieux adaptés et ainsi concurrencer les banques locales. Le profit se fait donc ailleurs, à partir de l'information issue d'ici. Ce déséquilibre n'est pas fortuit. La dépendance numérique, soigneusement orchestrée par des puissances étrangères, s'est installée au fil des accords inégaux et du manque de vigilance. Elle n'est pas une fatalité, mais un piège stratégique. Comme lors des traités inégaux du XIXe siècle qui livraient les ressources africaines à des compagnies étrangères, les contrats de la tech cachent souvent des clauses désavantageuses. Laisser partir ces données, c'est céder la richesse, la mémoire et le pouvoir de décision du continent, sans aucune compensation. C'est accepter que l'avenir soit décidé ailleurs, dans l'ombre de centres de pouvoir invisibles. L'Afrique, en négligeant la propriété de ces données, risque de voir son développement piloté à distance, selon des intérêts extérieurs. Mais à Ouagadougou, à l'aube, cette mécanique s'est enrayée. Pour la première fois, un refus net s'est dressé. La volonté de reprendre la clé du coffre-fort numérique africain. Ce geste rappelle la nationalisation du canal de Suez par Nasser en 1956. Un acte fort pour reprendre le contrôle d'un outil stratégique, malgré la pression des puissances étrangères. Le chaos s'installe tandis que la nouvelle se répand. La décision du capitaine Traoré bouleverse les équilibres établis et retentit bien au-delà des frontières burkinabais. Les marchés financiers s'affolent, la presse internationale s'empare de l'affaire, les chancelleries s'inquiètent. Mais pour de nombreux Africains, c'est un acte de courage et de dignité. Ce que Traoré et ses analystes découvrent, une fois les portes closes, dépasse toutes les craintes. L'Afrique était placée sous une surveillance tentaculaire, invisible et continue. Des sociétés de cybersécurité, des agences de renseignement déguisées en consultants, surveillaient à distance les flux économiques, politiques et sociaux du continent. Cette situation évoque la surveillance électronique massive révélée par Edward Snowden en 2013, mais à une échelle continentale. À peine les serveurs mis sous scellés, les preuves affluent. Les enquêteurs burkinabais plongent dans des milliers de fichiers cryptés, de schémas réseau et de contrats confidentiels. Ce qu'ils révèlent bouleverse toute la région. Pas moins de 17 sociétés, adossées à 5 puissances étrangères, formaient une toile d'extraction de données à une échelle inédite. Parmi elles, des entreprises de télécommunications, des sociétés de cloud computing, mais aussi des cabinets de conseil géopolitique. Dans les salles vides, les agents saisissent des milliers de serveurs. Les premières analyses dévoilent une exfiltration automatique de données biométriques, de relevés bancaires, de communications privées, jusqu'aux moindres coordonnées GPS. Pour la première fois, des preuves irréfutables montrent que chaque information quittait le continent,
acheminés vers des centres d'analyse à Paris et à Tel Aviv. Derrière des contrats parés du sceau de la coopération, des clauses léonines se cachent. L'Afrique finançait elle-même les infrastructures servant à son propre dépouillement numérique. Les flux de données étaient instantanément redirigés, privant le continent de ses ressources stratégiques, sans contrôle ni contrepartie. Dans certains cas, des clauses de non-divulgation empêchaient même les États africains de savoir où étaient stockées leurs propres données. Chaque document saisi, chaque plan de connexion, révèle l'ampleur d'une dépendance savamment orchestrée. Ce qui se présentait comme une aide au développement n'était qu'un masque, dissimulant une exploitation massive d'informations sensibles, transformant toute la sous-région en gisement à ciel ouvert pour la data. Fermer les yeux sur ce pillage, c'est accepter de céder, sans le savoir, la souveraineté et les leviers stratégiques à des intérêts extérieurs. Cela revient à laisser d'autres écrire l'histoire du continent, imposer leurs lois, négocier son identité et anticiper ses choix économiques ou politiques. À mesure que l'enquête progresse, le choc s'empare du Burkina Faso, puis s'étend à toute l'Afrique de l'Ouest. Gouvernement, société civile et universités s'alarment. Comment ce pillage a-t-il pu passer inaperçu aussi longtemps? Et surtout, comment reprendre le contrôle numérique, alors que tant de richesses stratégiques ont déjà traversé les frontières, invisibles mais décisives? Mais cette découverte n'est que le début. Les premiers résultats de l'enquête font naître un dilemme national. Traoré doit agir vite, alors que les puissances étrangères commencent à riposter en coulisses. Des pressions économiques, des menaces de suspension d'aide, des campagnes de désinformation se déploient. C'est un bras de fer qui rappelle la crise de Suez ou les sanctions contre le Zimbabwe au début des années 2000. Ce matin-là, le mythe d'une coopération désintéressée s'effondre. L'Afrique élève la voix, l'Occident frémit, l'avenir se fracture. La question n'est plus seulement technique ou économique, elle devient éthique et existentielle. Qui a le droit de contrôler l'identité numérique de millions d'Africains? En quelques heures, la décision du capitaine Traoré devient un séisme. À Dakar, Accra, Bamako, la nouvelle ne circule pas, elle explose. Les gouvernements ordonnent des audits urgents sur tous les systèmes informatiques liés à l'étranger. Des séminaires improvisés, des ateliers universitaires inédits sur la souveraineté numérique apparaissent. Les amphithéâtres débordent, les débats s'enflamment. À qui appartiennent nos données? Pour qui travaille l'Afrique connectée? Le mouvement se structure à toute vitesse. À Ouagadougou, un centre national de cybersécurité voit le jour, confié à une équipe de jeunes experts africains formés à Montréal, Dakar, Nairobi ou Paris. Leur mission, bâtir une architecture indépendante, résistante à toute influence extérieure. L'exemple du Rwanda, qui a misé sur la cybersécurité locale pour protéger ses infrastructures, inspire de nombreux responsables politiques et entrepreneurs. On rapatrie les cerveaux, on investit dans la diaspora, on confie aux ingénieurs africains la garde des clés numériques du continent. Les universités lancent des cursus spécialisés, des hackathons sont organisés pour stimuler l'innovation locale. Des start-up émergent, proposant des solutions de stockage souverain et de chiffrement adaptées aux réalités africaines. Une campagne publique, notre donnée, notre avenir, envahit la télévision, la radio, les réseaux. À l'école, sur les marchés, on explique que la souveraineté ne s'arrête plus aux frontières physiques, mais s'étend aux serveurs, aux algorithmes, aux lignes de code. Pour la première fois, la question numérique sort des bureaux, se répand dans la rue, s'invite dans les foyers, s'impose dans les médias. Le peuple s'éveille, la confiance renaît. Face à ce réveil, l'Occident s'affole. Paris, Tel Aviv, Washington protestent, dénoncent une menace sur leurs intérêts économiques, exigent la reprise du dialogue. Mais leurs voix se perdent. Plus de 80% des citoyens africains soutiennent la démarche de Traoré. Dans les sondages, une immense majorité exige la reprise du contrôle sur les données, la transparence totale sur les accords numériques, la justice après des décennies de spoliation invisible. L'effet domino est immédiat. Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest lancent des audits régionaux. Des contrats suspects, signés à la hâte ou sans contrôle démocratique, sont suspendus. Des commissions parlementaires exhument d'anciens accords, réclament des comptes. Rapidement,
les chefs d'État se retrouvent pour poser les fondations d'un cadre panafricain de souveraineté numérique. On parle de mutualiser les compétences, d'unir les moyens, de définir une norme africaine pour la gestion des données continentales. L'Union africaine, souvent critiquée pour son manque de réactivité, prend cette fois la tête du mouvement, à l'image de sa mobilisation lors de la pandémie de Covid-19. Mais rien n'est joué. 3 scénarios se dessinent. Premier chemin. L'Afrique avance prudemment, fortifie ses institutions, sécurise patiemment ses infrastructures, construit sur la durée un modèle souverain. Cette approche rappelle la lente construction de l'Union européenne après la Seconde Guerre mondiale, avec une attention particulière à chaque étape. Deuxième voie, plus audacieuse. Le mouvement fédère le continent, accélère l'innovation, attire de nouveaux investisseurs prêts à bâtir un écosystème vraiment africain. Des fonds souverains se constituent, des hubs technologiques voient le jour à Lagos, Abidjan, Addis Abeba. La Silicon Savannah du Kenya devient le modèle à suivre, avec des startups qui exportent leurs technologies vers d'autres continents. Troisième issue, plus sombre, l'Occident contre-attaque. Pression économique, menaces diplomatiques, tentatives d'isolement, campagne de désinformation. Le continent risque la division, l'opposition entre États hésitants et pionniers. On l'a vu en Amérique latine lors de l'émergence des gouvernements progressistes au début des années 2000, qui se sont parfois retrouvés isolés face aux grandes puissances. Les choix à venir sont décisifs. Selon la trajectoire, l'Afrique peut devenir un exemple d'innovation souveraine, inspirer d'autres régions, ou retomber dans la dépendance, voire l'isolement. Tout dépendra de la capacité à transformer l'élan en institutions solides, à dépasser la réaction pour inventer de nouveaux équilibres durables. L'histoire montre que les révolutions qui ne s'accompagnent pas d'une transformation institutionnelle finissent souvent par être récupérées ou détournées. Pour que la révolution dure, il fallait ancrer l'élan collectif dans des actions concrètes et tenir bon face aux tempêtes qui s'annonçaient. La leçon des indépendances africaines, parfois trahies par des élites corrompues ou divisées, hante encore les esprits. Cette fois, il s'agit de ne pas répéter les erreurs du passé. Mais chaque victoire fragilise de nouveaux équilibres. L'affrontement pour la souveraineté numérique ne fait que commencer. Les géants du numérique, conscients de l'enjeu, multiplient les offres de partenariats, promettant monts et merveilles pour regagner la confiance des gouvernements africains. Traoré ne s'arrête pas aux intentions. Il trace une feuille de route concrète pour que la révolution numérique africaine ne soit plus jamais réversible. Cette démarche s'inspire de la stratégie chinoise du Great Firewall, qui a permis à la Chine de contrôler ses flux de données tout en développant ses propres géants de la tech. Première étape, l'Afrique doit ouvrir les yeux sur la circulation réelle de ces données. Chaque nation doit inventorier ses réseaux numériques et publier, chaque année, une cartographie précise des flux, des lieux de stockage et des contrats d'hébergement. Rien ne doit rester invisible ni ambigu. Ce qui n'est pas mesuré demeure vulnérable. Par exemple, l'Estonie, petit pays balte, a bâti sa réputation sur la transparence totale de ses infrastructures numériques. Deuxième étape, bâtir un rempart commun. Il faut lancer un réseau de centres régionaux de cybersécurité, connectés entre eux, capables de détecter instantanément les intrusions et les fuites. La coopération africaine ne doit plus être un vœu pieux, mais une infrastructure solide et continue. Des exercices de simulation d'attaque, comme ceux menés par l'OTAN ou l'Union européenne, doivent devenir la norme sur le continent. Troisième étape, miser sur l'intelligence et la maîtrise technologique. Il ne s'agit pas de former quelques dizaines ou centaines, mais 10 000 ingénieurs africains, experts en cybersécurité, cryptographie, cloud souverain et intelligence artificielle éthique. Cette élite sera le bras armé d'une Afrique qui façonne la technologie à son image. Les modèles de formation doivent s'inspirer de l'Inde, qui a massivement investi dans l'éducation technique pour devenir la Silicon Valley de l'Asie. Quatrième étape, produire, pas seulement consommer. Les serveurs, câbles, logiciels et composants essentiels doivent être fabriqués sur le continent. Il faut encourager une filière de logiciels libres créés par et pour les Africains, afin que chaque ligne de code reflète une identité assumée.
L'exemple de l'Afrique du Sud, qui a développé sa propre distribution Linux, démontre que c'est possible. 5e étape. Instaurer une culture de l'évaluation et de la transparence. Tous les 6 mois, mesurer les avancées. Combien de données ont été rapatriées? Combien de contrats réécrits? Quel pourcentage des infrastructures est désormais local et transparent? Cette rigueur transforme la stratégie en réalité. Les rapports publics, accessibles à tous, doivent devenir le socle d'une démocratie numérique. Mais au-delà des aspects techniques, la vraie révolution est sociale. Il faut insuffler un patriotisme numérique. Chaque citoyen doit comprendre que protéger ses données, c'est défendre sa liberté et sa dignité. L'essor des startups locales, l'engagement des universités, la vigilance des médias, tout contribue à bâtir une souveraineté authentique. Comme lors des grandes campagnes d'alphabétisation ou de vaccination, il s'agit de mobiliser toute la société. Le débat, jadis réservé à une poignée d'experts, doit désormais gagner la rue, les écoles, les familles. La souveraineté numérique n'est pas qu'affaire de serveurs. Elle touche à l'identité, au pouvoir citoyen, à la dignité collective. Les programmes scolaires doivent intégrer l'éducation aux données pour que la prochaine génération ne soit plus jamais prise au dépourvu. Le risque est immense. Si ces transformations restent superficielles, l'Afrique risque de retomber sous tutelle, prisonnière de codes et de contrats venus d'ailleurs. Mais si elle va au bout, c'est tout un continent qui pourra enfin choisir son destin, sans permission ni filtre. L'exemple de la Corée du Sud, qui a bâti son industrie électronique en partant de presque rien, prouve que la volonté politique et l'investissement dans l'éducation peuvent renverser le destin. Le cercle se referme. Mais que reste-t-il à faire? Et que pouvez-vous décider dès aujourd'hui? Traoré a montré la voie, mais c'est la mobilisation de chacun qui fera la différence. Car la souveraineté numérique, demain, dépend de nos choix d'aujourd'hui. Chaque citoyen, chaque entreprise, chaque institution a un rôle à jouer. Il s'agit de privilégier les services locaux, d'exiger la transparence des plateformes, de soutenir les initiatives africaines. Ils ont pris nos minerais, nos ports, nos voies ferrées, mais notre code, jamais. Voilà la bataille décisive du XXIe siècle. Longtemps, le continent africain a vu ses ressources naturelles pillées, ses routes tracées par d'autres, ses marchés dictés depuis l'étranger. Mais aujourd'hui, l'enjeu s'est déplacé sur un terrain invisible, celui des données, du numérique, du code. Le geste du capitaine Ibrahim Traoré n'est pas une simple provocation politique. C'est un signal fort adressé à toute une génération. La souveraineté numérique n'est ni un luxe, ni un caprice, mais une question de vie ou de mort. Car à chaque octet qui quitte l'Afrique sans contrôle, ce sont des fragments entiers de richesse, d'autonomie et de dignité qui disparaissent, parfois à jamais. Nous sommes à la croisée des chemins. Rester spectateur, c'est accepter que l'avenir du continent se joue ailleurs, loin de nos choix. Mais saisir ce tournant numérique, c'est devenir acteur, façonner de nos mains la place de l'Afrique dans le monde à venir. C'est choisir l'innovation, l'audace, la coopération panafricaine, et refuser la fatalité de la dépendance. Refuser que nos données deviennent la matière première des autres, c'est rompre avec une dépendance nouvelle et insidieuse. C'est défendre la possibilité de bâtir nos propres plateformes, d'écrire notre code, d'héberger nos souvenirs, notre savoir, nos rêves, sur des serveurs qui nous appartiennent. Ce n'est plus une utopie, mais la seule voie vers une liberté véritable. Le choix ne se limite plus à ouvrir ou fermer nos frontières numériques. Il s'agit de reprendre l'initiative, de décider nous-mêmes comment avancer, et avec qui. De prouver que la souveraineté numérique peut devenir le socle d'une renaissance économique, éducative, culturelle. Un moyen de réconcilier progrès technologique et identité, innovation et autodétermination. Des exemples existent déjà. Au Nigeria, la fintech locale bouleverse les modèles imposés par les banques étrangères. Au Sénégal, les plateformes d'apprentissage en ligne rivalisent avec les géants mondiaux. Le prix de l'inaction serait immense. Si nous ne faisons rien, d'autres continueront à exploiter nos talents, à orienter nos marchés, à écrire nos histoires. L'Afrique, riche de ses intelligences et de ses cultures, n'a plus à brader son bien le plus précieux, son avenir numérique. Les conséquences seraient comparables à la fuite des cerveaux,
qui a marqué les décennies passées, mais cette fois, c'est la mémoire collective qui s'en va. Ils ont pris nos minerais, nos ports, nos voies ferrées. Mais notre code, notre mémoire, notre voix, il nous appartient de les protéger. Ce n'est pas un simple enjeu technologique. C'est une question de dignité, de responsabilité, de vision. L'Afrique a déjà prouvé qu'elle pouvait se relever de toutes les épreuves. Aujourd'hui, elle doit gagner la bataille du numérique. En fermant brutalement 17 entreprises étrangères, le Burkina Faso montre qu'un autre chemin est possible. Celui d'un continent qui refuse de subir le digital comme une fatalité et choisit d'en faire une force souveraine. Ce choix exige de la rigueur, de la solidarité, un engagement collectif sans faille. Ce choix comporte des risques. Il exige du courage, de la clarté et une solidarité inédite entre États, entreprises, citoyens. Mais il ouvre aussi la porte à une nouvelle ère, où aucun code ne sera écrit sans l'Afrique et où chaque octet produit sur le continent renforcera son indépendance. Les générations futures jugeront la nôtre sur notre capacité à relever ce défi. La révolution ne se joue plus dans la rue, mais dans nos réseaux, nos serveurs, nos choix collectifs. Oser la souveraineté numérique, ce n'est pas s'isoler, c'est s'affirmer. C'est refuser que d'autres décident à notre place. C'est écrire, enfin, la suite de notre histoire, une ligne de code après l'autre. Prenez part à ce mouvement. Exigez la transparence, défendez l'innovation locale, éduquez-vous et vos proches aux enjeux du numérique. Car l'avenir ne se subit pas, il se construit ensemble.